Et là, je pense que le problème, c'est qu'il y a le rapport psychologique maintenant à la mort et à la maladie. Il y a un nouveau paradigme dans lequel on est rentré et qui s'est installé. Et je vais essayer de terminer là-dessus, parce que je pense que c'est important comme questionnement. C'est que le problème maintenant, c'est que toute cette histoire de virus, bah, elle a laissé des traces. C'est-à-dire que maintenant, on a un rapport à la maladie qui n'est plus celui qu'on avait depuis la nuit des temps, quoi. C'est-à-dire que depuis toujours, l'homme a vécu avec la maladie sans s'en préoccuper plus que ça, quoi. Aujourd'hui, le rapport et la peur de la maladie et de la mort, il est tel que maintenant on ne peut plus sortir de cette situation. Parce que maintenant, le moindre petit virus qui va apparaître, et ça va être la même chose. On ne peut pas dire, voilà. Donc il va y avoir, de toute façon, maintenant les gens, c'est dans leur tête. Ils vont se dire, là, il y a un nouveau virus, il faut qu'on confine, il faut qu'on machin, il faut qu'on fasse des vaccins, il faut que ceci, il faut cela. Et du coup, tout le capital autour de l'industrie pharmaceutique, ça va l'arranger aussi, donc il va jouer le jeu. Et tout le monde va jouer le jeu, les gouvernements, les gens, etc. Et du coup, là, on rentre dans un nouveau paradigme où les masques, c'est bien ce qu'on disait, je le disais l'année dernière, les masques maintenant c'est à vie. Et là, effectivement, ça va être à vie. Toutes les mesures qu'on vit, les confinements, les couvre-feux, c'est des trucs qui vont devenir périodiques ça va être éternel maintenant. Parce que l'homme est rentré dans ce paradigme-là aujourd'hui. Bonjour à tous, voilà de retour sur la chaîne du dialecticien, après des petits moments d'absence. Si j'avais fait une vidéo la semaine dernière pour parler un petit peu de la question de la dictature, c'est à répondre à la question est-ce que nous sommes vraiment en dictature, et bon, j'ai essayé d'y répondre plus ou moins. Là, je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité par rapport au vaccin, hein, c'est le titre de cette vidéo, euh, pour décrypter un petit peu ce qu'il y a derrière l'idée du vaccin. On peut essayer de répondre à la question déjà, est-ce qu'il est opportun de se faire vacciner ou pas. Je vous laisse en juger. Moi, la question est réglée, il n'est pas question que je me fasse vacciner. Puisque de toute façon, comme je vous ai dit, depuis le début de cette crise sanitaire, moi j'ai dénoncé toutes les mesures. Et le vaccin, effectivement, ne va pas faire exception à la règle. Alors, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, hein. On va commencer déjà par revenir un petit peu sur l'historique. Je voulais commencer à faire un petit topo sur un truc qui mériterait une vidéo à lui tout seul. C'est la question vous savez, la question du débat, du rapport au débat qu'ont les individus en général. Je regarde souvent que ce soit les débats télévisés, les gens sur les réseaux sociaux qui débattent entre eux, entre les pros, les anti-vaccins, le fait qu'il y ait toujours des étiquettes, vous savez, on essaie toujours de bien définir deux camps, alors qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis rendu compte depuis longtemps que la discussion était très difficile avec les gens en général, de plus en plus, mais parce que les gens de plus en plus sont égocentrés. Et comme ils sont égocentrés, c'est-à-dire ils voient les choses, de vous parler de n'importe quel sujet avec eux, la plupart des gens vont voir maintenant les choses de manière égocentrée, c'est-à-dire avec le prisme de leur propre vie quotidienne. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, tout ce que vous allez aborder comme sujet, la personne va d'abord voir son problème à elle, elle va aborder son problème à elle pour aborder le sujet. Alors c'est une très mauvaise manière d'aborder le sujet, parce que vous risquez d'avoir quelqu'un qui veut aborder le sujet de manière globale, face à quelqu'un qui aborde le sujet pour sa petite personne. Et tout le problème est là aujourd'hui. Tout le problème est là puisque on ne veut pas voir les choses de manière globale. On ne sait pas comment faire pour voir les choses de manière globale, de manière, on va dire, tout à fait détachée par rapport à ces problématiques du quotidien. Et là, c'est aussi quelque chose que je veux bien faire comprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais donner l'exemple sur la pandémie, hein, mais depuis longtemps, j'ai compris, et encore je me rends compte que même maintenant je fais encore l'erreur, j'ai compris depuis longtemps qu'il fallait distinguer, avoir même une forme de duplicité, c'est-à-dire distinguer ses propres problématiques du quotidien avec les questions, on va dire, politiques. Politique au sens police, vie de la cité, d'accord? Donc je répète, c'est important, hein, il faut bien distinguer ce qui est problématique du quotidien et, on va dire, grande question politique, d'accord?
Exemple. Avant de donner l'exemple de la pandémie, je vais donner un autre exemple. Comme vous savez, j'ai vécu longtemps en Moselle, dans l'est de la France, et notamment dans la ville d'Ayange, dans laquelle il y avait des hauts fourneaux qui étaient actifs jusqu'en 2011. Et donc, bien avant qu'ils ferment, dans les années 2000, je me souviens qu'une fois, j'étais avec d'autres jeunes comme ça, et puis je disais, on voyait les hauts fourneaux devant nous, et je disais, mais en réalité, ces monstruosités-là, il faudrait les détruire. Parce que c'est vrai que c'est moche, c'est laid, ça défigure le paysage, et puis c'est extrêmement polluant. Il faut savoir que la Moselle, le département de la Moselle, et alors je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps en tout cas, ça a été le cas, c'est le département où il y a le plus de cancers du poumon. Et je me suis dit, c'est sûrement lié à l'industrie. Ça fait que c'est un département très industriel. Et notamment tout ce qui est industrie du charbon, de la houille, voilà, du fer, etc. Et donc, enfin, chez nous, c'est surtout le fer. Et donc, on avait effectivement ces hauts fourneaux qui marchaient en continu. Et toute l'activité autour de ces hauts fourneaux, elle générait une pollution assez importante. Moi, je me souviens que jusqu'à l'époque où ça a fermé, je me souviens qu'on avait tous les matins, on se réveillait, vous ouvrez la fenêtre, vous mettiez le doigt sur le rebord de la fenêtre, le doigt était noir. C'est-à-dire que ça, c'était des trucs qui tombaient toute la journée, toute la nuit. On les voyait d'ailleurs des fois quand il faisait beau, on voyait une espèce de pluie de paillettes comme ça. Alors c'est joli, c'est glamour, vous voyez comme ça, mais ces paillettes-là, c'était de la pollution. Voilà. Vous voyez, c'était ces petites paillettes de ferraille, là, je sais pas trop ce que c'était, qui tombaient effectivement sur les rebords de fenêtre, sur la voiture. Bah, je me souviens, j'avais déjà ma voiture à l'époque. Je faisais comme ça sur le rebord de la voiture et j'avais le doigt tout noir, hein. Et donc, effectivement, c'est des choses qu'on se bouffait tous les jours. Bref. Voilà, donc effectivement, il y avait une certaine forme de pollution. Il y avait en plus, voilà, toute la nuisance qu'il y a autour. Enfin, c'est moche, ça. C'est aussi, ça faisait du bruit. Enfin, bref, tout ce que vous imaginez. Mais quand j'ai dit ça, il y a une personne qui s'est énervée qui m'a dit, mais espèce de con, c'est ça qui donne du boulot, tu vois. Et bon, il n'avait pas tort, effectivement, parce que malgré tous les désagréments, effectivement, c'est quelque chose qui donne du boulot aux gens. C'était longtemps le plus gros employeur de la région. Alors c'était un peu moins le cas déjà à cette époque-là, hein. Il y avait de moins en moins de gens qui travaillaient dedans, donc c'était pas forcément vrai au moment où il l'a dit. Mais en tout cas, pendant longtemps, c'est ce qui a généré de l'emploi. Et bon, maintenant, ça a fermé. Et le paradoxe, si vous voulez, là-dedans, c'est que malgré le fait, effectivement, que j'ai dit qu'il fallait détruire ces trucs-là, quand ils ont été fermés, quand a été décidé la fermeture, je me suis battu contre. J'ai milité contre la fermeture de ces hauts fourneaux, pour lesquels j'ai moi-même dit qu'il fallait les détruire. Ça peut sembler paradoxal. Bon, déjà, on est à deux époques différentes, si vous voulez. Pas très éloignées, mais bon, il y a quand même 5-6 ans de décalage, même un peu plus, entre les deux. Oui, même plus. Ce qui fait qu'entre les deux, bon, bah, j'ai évolué sur ces questions, et sur le moment, si vous voulez, j'avais pas le même point de vue. Euh, le problème, si vous voulez, c'est enfin, j'avais quand même toujours la conscience que c'était un problème au niveau de la pollution. Et encore aujourd'hui, pour moi, j'ai deux aspects, parce que il n'empêche que, bon, malgré le fait qu'on soit battu contre la fermeture, ça a fermé quand même. Et depuis que ça a fermé, bah, l'air est beaucoup plus pur. On respire mieux. Voilà, ça ne peut rien avoir. On voit vraiment la différence. Et donc je me dis finalement, bah, c'est un mal pour un bien. On peut toujours. Vous voyez, c'est pour ça que les choses sont assez compliquées, parce que je sais que c'est pas évident de distinguer les problématiques du quotidien et puis les questions plus larges, c'est-à-dire vraiment la question philosophique, politique de manière plus large. Et c'est ça qui les gens ont du mal à distinguer les deux. C'est pour ça que dans les discussions, que ce soit Café du Commerce ou sur les débats à la télé, plus personne n'arrive à distinguer les deux. Et les gens tout de suite s'emportent, parce qu'on a l'impression qu'on touche à leur petit confort quotidien, alors que on est simplement en train de poser un questionnement assez large. Après, effectivement, il faut voir individuellement ce que ça fait. Mais à un moment donné, je veux dire, est-ce que
la problématique globale ne l'emporte pas sur la problématique individuelle? C'est une vraie question. Alors je reviens au sujet de la pandémie, parce que je vais donner un autre exemple. Sur le sujet de la pandémie, si on regarde bien, moi, les mesures actuelles, personnellement, elles ne m'impactent pas tant que ça. Et je dirais même que parfois, elles m'arrangent même. Par exemple, le télétravail. Moi, le télétravail, j'adore ça. J'ai vu une étude comme quoi les Français, enfin, il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas le télétravail, qui voudraient retourner travailler au bureau, etc. Mais pour moi, le télétravail, c'est génial. Moi, travailler chez moi depuis mon bureau, là, ici, voilà. Bon, à condition qu'on ait une bonne connexion Internet, pour l'instant, j'ai pas eu ce problème-là. Bah, c'est génial. Voilà. Alors après, bon, le télétravail, c'est une chose. Sinon, le fait, moi, que les restaurants, les cinémas soient fermés, tout ça, moi, ça m'impacte pas, parce que de toute façon, le restaurant, le cinéma, j'aime pas ça, donc quelque part, ça m'arrange, parce que j'ai pas besoin d'y aller. Parce que vous allez me dire, oui, mais de toute façon, si t'aimes pas, t'y vas pas. Mais le problème, c'est que des fois, bon, vous savez que je suis le seul extraterrestre autour de moi qui n'aime pas aller au restaurant, qui n'aime pas aller au cinéma, si ça peut vous paraître bizarre. Mais bon, je pourrais expliquer, c'est pareil, il faudrait faire des vidéos là-dessus pour expliquer pourquoi j'aime pas le restaurant et le cinéma. Le cinéma, c'est parce que ça appartient au XXe siècle et que pour moi c'est mort aujourd'hui et que ça me fait chier de payer une fortune parce que maintenant des petits cinémas, il y en a de moins en moins, des petits cinémas pas trop chers. Maintenant c'est le gros complexe, on paye 11 euros la place et pour aller voir de la merde en plus. Donc le cinéma, c'est pour ça que j'aime pas aujourd'hui le cinéma. Si c'était dans les années 60, j'aurais adoré, j'y serais tous les jours au cinéma. Parce que déjà c'était beaucoup moins cher et c'était des films de meilleure qualité. Voilà, donc pour régler le problème tout de suite. Les restaurants, c'est encore un autre problème, c'est pareil, c'est parce qu'on paye cher, mais là c'est vraiment très personnel, c'est-à-dire que moi je suis pas un fin gourmet, j'aime les choses simples, puis je suis pas un gros mangeur en plus. Donc moi aller au restaurant, c'est pas mon truc. Voilà. Mais pourtant, c'est pas pour autant que je vais exiger, je me batte aux côtés, je soutiens les restaurateurs, je soutiens les salles de cinéma pour qu'elles puissent rouvrir. Voilà, tous ces loisirs que je ne consomme pas forcément, bah, je suis le premier à être d'accord, à militer pour qu'ils rouvrent. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, je fais bien la distinction entre les deux. Moi, quelque part, ça m'arrange que je sois pas. Parce que bon, on est invité au restaurant, on y va, quoi. Voilà, même si on n'aime pas ça. Parce qu'on va pas passer pour je ne sais quoi. Mais donc là, comme on m'invite pas au restaurant, bah, ça m'arrange. Vous voyez, moi, je suis pas obligé d'inviter des gens au restaurant. C'est quelque part, ça m'arrange parce que j'aime pas ça. C'est pas que je suis radin, c'est juste que je n'aime pas ça. Voilà, cinéma, c'est pareil. Voilà, donc moi ça m'arrange. Bon, après, il y a des choses qui m'arrangent pas, par contre, qui sont insupportables. Le confinement, bah, surtout le premier confinement pour moi a été dur à vivre. D'ailleurs, vous l'avez vu, et j'ai fait plein de vidéos à ce moment-là. Et c'est marrant parce que je me rends compte que j'en fais moins depuis, mais bon, c'est aussi parce que j'avais plus de temps lors du premier confinement vu que je travaillais quasiment pas. Et donc déjà, ça m'a impacté au niveau économique parce que ça m'a empêché de travailler. Donc ça a été un gros impact pour moi, très problématique, hein. J'ai eu des soucis quand même. Et en plus, pour moi, c'est insupportable le fait qu'on m'empêche de circuler librement, quoi. Pour moi, c'est absolument insupportable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Autre chose insupportable aussi, c'est le masque. Et là, de plus en plus, on nous oblige à mettre le masque à l'extérieur, etc. Ce qui pour moi est insupportable. D'ailleurs, je ne le mets pas. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas mis en extérieur. Et il est hors de question que je le mette. J'ai échappé pour l'instant à la sanction. Je vous dis, faites-le, hein. Bon, après, bon, je vous dis honnêtement, je me balade pas tous les jours non plus en centre-ville, hein. Mais, euh, mais bon, si c'était le cas, si j'étais obligé de le faire, je le ferais sans mettre de masque. Alors là, pour l'instant, ça passe en hiver parce que j'ai une écharpe. Avec l'écharpe, bon, je peux encore cacher un peu mon visage. Mais en été, c'est hors de question que je mette un masque, hein. Là, ça, c'est hors de question. Bah, déjà, c'est hors de question en hiver. Je vous dis, en hiver, bon, j'ai mon écharpe. Mais en été, je mets pas de masque, hein. Ça, c'est hors de question. Et là, les beaux jours vont arriver. Enfin, ils sont déjà un petit peu là même. Et moi, je me balade dehors sans masque. Et je dis, faites-le, osez le faire. Moi, jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Je me suis baladé même en centre-ville sans masque, personne ne m'a rien dit. Je le mets juste quand je rentre dans un bâtiment, quand je rentre dans un bâtiment privé, d'accord. Voilà, là oui, là je mets le masque parce que c'est un bâtiment privé et que bon, on demande de le mettre. Mais quand je suis dans la rue, quand je suis dans l'espace public, je ne le mets pas. Parce que je n'ai pas à le mettre. Pour moi, c'est une aberration totale. C'est une insulte à mon intelligence de faire ça. Donc je ne le ferai pas. C'est tout. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Je suis même passé devant. Je vous dis, tous les jours, je passe devant
la police municipale. Jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. J'ai eu un policier qui est passé devant moi, il m'a regardé un peu bête, mais il m'a rien dit. Voilà, donc osez le faire. Osez le faire, vous verrez, vous serez surpris de voir la réaction des gens qui finalement est pas si... Bon, après, ça veut rien dire, je peux tomber sur un connard de flic zélé qui va me faire chier. Peut-être même me tabasser parce que j'ai pas de masque, parce que bon, ça s'est vu aussi. Ou alors un connard aussi zélé, pas forcément flic, mais qui serait flic dans sa tête, on va dire, et qui va venir me faire chier. Jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Personne ne m'a fait la moindre remarque. Il y a des gens qui vous regardent en coin un peu bête, mais c'est tout. Sinon, la plupart des gens, vous savez, dans la rue, les gens sont tellement abrutis aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone, leur machin et tout, ou dans leurs problèmes dans la tête, qu'ils font même pas attention au fait que si vous avez le masque ou pas. Maintenant, c'est. Voilà, la plupart des gens sont abrutis dans la rue, ils se rendent compte de rien. Et même les flics d'ailleurs. Voilà. Après, peut-être le flic que j'ai croisé, c'était à pied en plus, hein. Peut-être qu'il était occupé, il devait aller quelque part, donc voilà, il n'avait peut-être pas le temps, et peut-être c'est pour ça qu'il m'a épargné, on va dire. Mais toujours est-il, voilà, que pour l'instant, je ne mets pas de masque et j'ai pas eu de problème. Voilà. Mais en tout cas, si j'ai un problème, on met 135 euros, j'en ai rien à faire, voilà, je ne paierai pas, je ne mettrai pas de masque, c'est tout. Dans mes vidéos l'année dernière, j'avais annoncé déjà que les masques, avant qu'ils se généralisent, j'avais annoncé que ça deviendrait un accessoire banalisé, hein, c'est le cas aujourd'hui, et même un accessoire de mode, hein, parce que maintenant on fait des masques de toutes les marques, toutes sortes, etc. J'avais même dit déjà qu'on nous obligerait à mettre les masques aux normes. Vous avez vu, on nous dit que maintenant les masques artisanaux ça va plus. Je l'avais dit dans ma vidéo. Je l'avais dit il y a pas mal de temps déjà. Euh, et puis j'avais dit voilà que après les masques, ça allait être les vaccins. Et que les vaccins, on allait voilà, nous les rendre plus ou moins obligatoires. Alors maintenant, sur les vaccins, effectivement, il y a des craintes à avoir. Donc là, après, bon, et je me pose quand même pas mal de questions. Le fait que on voit certains pays, certaines élites se vacciner en masse, et se vacciner elles-mêmes pour les élites, c'est vrai que ça pose question, on se demande, on se dit, mais est-ce que finalement, ça serait pas. Est-ce que finalement c'est peut-être opportun quand même de se vacciner? Parce que tu te dis si les puissants de ce monde se vaccinent, enfin en même temps Macron ne s'est pas vacciné pour l'instant donc. Vous voyez, bon. Mais c'est vrai qu'on a vu certains grands de ce monde se faire vacciner. Alors après, est-ce que c'est du bidon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas. Mais bon, moi j'ai quand même des doutes, de gros doutes, parce que déjà la question des vaccins, je m'y suis intéressé depuis déjà avant la pandémie, et j'ai découvert des trucs. Il faut savoir que moi avant, j'étais pas anti-vaccin. Moi j'ai tous mes vaccins à jour, hein. Je crois que je dois faire un rappel cette année, mais je vais pas le faire. Parce que maintenant, avec toute cette histoire, je suis devenu anti-vaccin. Alors bon, je suis pas anti-vaccin dans l'absolu. Pour moi, il y a des vaccins qui, voilà, tout ce qui est ROR, tout ça, bon, d'accord, ça on peut le faire. Mais moi, les vaccins, déjà contre la grippe, et puis maintenant contre le Covid, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de se vacciner pour une maladie qui n'est pas si mortelle que ça. Les chiffres sont là, je l'ai prouvé dès le départ, j'ai plus besoin de le prouver, hein. Donc n'est pas si mortel que ça. Euh, et puis bon, je veux dire, dont les risques en plus sont bien plus grands que les risques de mourir ou même de développer une forme grave de ce virus. Donc à la limite, moi quand je vois que certains vaccins sont soupçonnés fortement de rendre stérile ou alors de développer des formes d'autisme chez nos futurs enfants, je me dis, est-ce que pour des jeunes gens, est-ce que c'est opportun de se vacciner? À la limite pour des personnes âgées, comme on a fait là, oui, pourquoi pas? Pour des personnes âgées, pourquoi pas? Et encore, il faut voir aussi le niveau de dangerosité. Là, par exemple, le vaccin AstraZeneca, comme nous annoncé, voilà, on va dire, on va avoir plein d'AstraZeneca en France, hein, le vaccin britannique, maintenant on nous dit que l'AstraZeneca, il fait trop d'effets secondaires et que c'est dangereux pour les vieux. Bah, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Parce que bon, on n'est pas là pour tuer nos vieux non plus, hein. Je veux dire, mais déjà l'autre, alors les autres Pfizer, etc. On dit que Pfizer c'est le meilleur, c'est la panacée. Mais Pfizer c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. C'est une thérapie génique.
C'est une modification, on fait de vous des OGM, des organismes génétiquement, on vous modifie génétiquement. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de la génétique qui vous le disent. Je fais que répéter ce que j'ai entendu. Hein. Voilà, parce qu'on va dire, oui, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais tout- tous les médecins non corrompus vous le disent. Alors, qu'est-ce qu'un médecin non corrompu? Qu'est-ce qu'un médecin corrompu? La question à répondre est très facile. Un médecin corrompu, c'est un médecin que vous voyez tout le temps à la télé. Voilà. Ceux-là, ils vous disent oui, allez vous faire vacciner, moi j'ai pris Pfizer, machin. Ceux-là, c'est des médecins, vous allez voir, tout transparent, hein, vous allez voir leur conflit d'intérêts, et puis vous avez tout compris. Vous avez le docteur Karine Lacombe, hein, vous avez tout le temps la petite blonde là, qu'on voyait tout le temps à la télé, hein, et ben Karine Lacombe, elle a reçu la Légion d'honneur. Pourquoi elle a la Légion d'honneur? Voilà. Il y a plein d'autres médecins hein, qui ont fait des choses. Raoult, c'est quand même le premier qui a trouvé un remède. Lui, il n'y a pas de Légion d'honneur, lui au contraire, on veut le rayer de. Il y a l'ordre des médecins qui le poursuit. Je sais pas. Il y a des médecins qui ont fait le boulot, qui ont. Tous ces médecins qui ont fait le boulot, qui au lieu d'être sur des plateaux télé étaient sur le terrain. On a donné la Légion d'honneur à ceux-là. Non, on la donne à Karine Lacombe, qui est une de celles qui a les plus gros conflits d'intérêts avec les laboratoires. Donc, donc voilà, c'est clair. Un médecin corrompu, c'est un médecin que vous voyez à la télé. Et comme par hasard, tous ces médecins corrompus, tous ces médecins qui ont des gros conflits d'intérêts, ils vous disent allez vous faire vacciner. Et puis ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt, ceux qui sont sur internet qu'on appelle complotistes, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas à la télé, eux ils ont un discours différent, eux ils vous disent eh ben non, méfiez-vous. Ils vous disent pas que tout est acheté dans les vaccins, ils sont pas anti-vaccins. Hein. Ils vous disent juste méfiez-vous de ces vaccins qui n'en sont pas, qui sont des thérapies géniques, dont on ne sait rien. Ou est-ce que c'est utile? C'est ce que Raoul te dit, il le dit très bien. Il pose la question, c'est une question de bon sens. Il dit est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner avec des vaccins dont les risques comment dire qu'on appelle ça de formes secondaires là, d'effets secondaires voilà et les risques d'effets secondaires sont bien plus grands que de mourir du virus. Voilà. La question est toute simple. Alors après, si vous avez si peur du virus que ça, bah, vous faire vacciner. Alors on nous dit oui, maintenant on a un peu de recul, on voit qu'il y a pas, il y a quelques, les premiers gens qui sont vaccinés, il y a une toute petite partie, vraiment une infime partie qui a eu une chiasse pendant 3 jours, quoi. Voilà, c'est tout. Ou qui ont un peu de fièvre, qui ont un peu de, voilà, quelques réactions suite à la piqûre. Oui, d'accord. Mais quand on s'intéresse un petit peu à la littérature sur les études sur les vaccins, tout ça, on se rend compte que les formes graves que d'effets secondaires, elles apparaissent sur un temps plus long. Vous voyez par exemple, les vaccins qui développent l'autisme chez les femmes en âge de procréer, hein, qui font donc l'autisme chez leurs enfants, bah ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer au bout de 3 mois. Hein, vous voyez c'est des choses qui se mesurent sur un temps long. Voilà, donc après, au samedi, il y a urgence. Alors là, c'est pareil. Oui, on va me dire, il y a urgence à vacciner. D'accord, je veux bien entendre l'argument. Mais quand il y a eu toute l'histoire sur l'hydroxychloroquine l'année dernière, il n'y avait pas urgence là? Qu'on était au sommet de cette pandémie, qu'on avait, je sais plus, 10 000 morts par jour là. Ouais, je sais plus, mais on nous sortait des chiffres assez délirants. Voilà. Il y avait, les hôpitaux étaient saturés. Il n'y avait pas urgence quand on était tous confinés chez nous. Il n'y avait pas urgence à soigner les gens, à essayer des trucs, même si on n'était pas sûr que ça marchait à 100%. Ah, pourtant, on nous a dit non. On nous a dit l'hydroxychloroquine, c'est trop dangereux. Les effets indésirables sont trop dangereux. On ne peut pas utiliser ça. Voilà. Et donc, on ne l'a pas fait. Et maintenant, les vaccins, on nous dit non, c'est bon, les vaccins, on peut y aller. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi on avait un remède l'année dernière, on nous a dit non, il ne faut pas l'utiliser, alors que ça pouvait potentiellement sauver des vies. Et là, on nous dit bah, il y a urgence, il faut absolument vacciner pour qu'on puisse sortir de tout ça. C'est même pas pour qu'on puisse sauver les gens, c'est pour qu'on puisse sortir de tout ça. Mais tout ça, c'est toutes ces mesures qu'on vit, là, les masques, les couvre-feux, les confinements, etc. C'est le gouvernement qui en est responsable, c'est pas le virus. Il y a des pays qui n'ont pas confiné. En Afrique, ils n'ont rien confiné. En Afrique, il y a pas eu d'hécatombe. Hein. En Afrique, bon, ils meurent de plein d'autres choses. Hein. Ils ont beaucoup d'autres problèmes. Ils ne sont pas morts de ça. Mais c'est bizarre, on ne va pas se poser la question. Il n'y a que le professeur Raoult qui se pose la question de ce qui se passe en Afrique.
Et en Afrique, c'est marrant, la chloroquine, c'est banal là-bas. Ils l'utilisent beaucoup. C'est drôle hein, quand même. Mais ça, on vous le dit pas à la télé. On parle de la Suède. La Suède, c'est pareil. Alors, après, on nous dit oui, mais on peut pas comparer la population de la Suède et de la France. Pourquoi on a comparé avec les États-Unis? On nous dit il y a 500 000 morts aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est pas la France. Alors, c'est marrant, quand on parle de la Suède, on dit on peut pas comparer, mais les États-Unis, on peut comparer. Et dire que les États-Unis, c'est eux qui ont le plus de morts. Ben non, c'est pas sur le plus de morts, c'est le plus gros pays. Donc, vous voyez comment on se fout de votre gueule dans les médias et dans la parole politique. De toute façon, rien que l'histoire des masques suffit pour moi à décrédibiliser définitivement la parole politique et la parole médicale. Je veux dire, il y a pas. Tout ce qu'on a dit sur les masques suffit à décrédibiliser toute parole de tous ces gens qui parlent à la télé aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de complotistes, entre guillemets, qui vont sur Internet, qui regardent Hold Up, parce qu'ils en ont marre des mensonges. Et si vous regardez le professeur Raoult, alors c'est marrant parce qu'à la télé on nous dit que le professeur Raoult s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Dès le départ, il a dit que le confinement c'était pas bon. Et là, il vient d'être approuvé par une étude menée par un grand chercheur aussi reconnu mondialement, hein, Ioannidis il s'appelle. Et là, on nous dit non, ah bah non, il y a des biais, il y a des machins, c'est pas une bonne étude, etc. C'est pas bon. Mais par contre, l'étude du Lancet l'année dernière avec un étudiant là, qui avait lancé des trucs complètement délirants aussi, ça, là, oui, ça c'était bien, c'était le Lancet, vous voyez. Pourtant, après, on a vu que c'était n'importe quoi, ça a été reconnu même. Mais non, c'est Raoul toujours qui continue à dire des bêtises. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous continuez à croire en ce gouvernement et en ces médecins qui vous disent d'aller vous faire vacciner, bah allez-y. Moi, je ne peux pas faire confiance à des gens comme ça. Donc moi, le vaccin, c'est hors de question. Moi, quand le diable vient et te dit fais-toi vacciner, bah non, je fais le contraire, j'y vais pas. Vous voyez? C'est tout, hein. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette question. J'ai besoin de rentrer dans les détails, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, t'es pas médecin, quelles sont tes sources, etc. Les sources, vous les avez sur internet. Moi, je suis pas journaliste, j'ai pas le temps de. Je suis pas youtubeur à temps plein, vous voyez, il y a des youtubeurs qui le font très bien, qui ont plein de sources, qui ont plein de. Voilà, de documents, vidéos, etc. à l'appui. Moi, j'en ai pas. Je suis pas universitaire, je suis pas journaliste, j'ai un boulot à côté, j'ai une vie, j'ai pas le temps de faire ce boulot de sourçage. Je regarde beaucoup de documents, je lis beaucoup de choses. Voilà, je fais le boulot, mais j'ai pas le temps de recouper, de faire tout ce boulot. C'est trop de boulot, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà, les sources, elles sont sur internet, vous les avez. À un moment donné, les sources, c'est aussi les. Le problème, c'est quelle source est fiable, laquelle ne l'est pas. Le problème, c'est que vous avez des gens aujourd'hui qui vous expliquent qu'est-ce qu'une source fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous dites par exemple, euh, je sais pas moi, TF1 c'est une source fiable, et comment ça s'appelle le journal La France Soir, c'est pas une source fiable. Parce qu'on a décrété dans les médias mainstream, donc les sources fiables entre guillemets, que c'était un journal complotiste. Mais le problème c'est voilà, et qui décide ce qui est complotiste ou pas. Vous voyez, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme vous regardez un match de foot, je sais pas, PSG Marseille, et puis vous avez, je sais pas, vous êtes supporter de Marseille, et puis vous avez je sais pas moi, l'équipe de Marseille qui dit bah PSG, le PSG, c'est des tricheurs. Bah, vous êtes supporter de Marseille, alors vous allez croire parce que pour vous Marseille c'est une source fiable. Alors ça se trouve ils mentent, vous voyez. Ou vice versa, j'aurais pu prendre le PSG, c'est parce que peut-être je vais pas froisser les supporters de Marseille. On peut dire les supporters du PSG vont dire que le Qatari il a acheté des matchs, vous voyez. Voilà. Donc qui croire, vous voyez. Parce que vous êtes supporter ou parce que vous avez toujours été attaché à votre club, à votre maillot, vous allez croire votre club, votre maillot, alors qu'il ment peut-être potentiellement. Ben là, c'est pareil. Euh, les médias, à un moment donné, de toute façon, ils ont menti dans toute cette histoire. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes. Ils ont dit que sur les masques, ils ont menti. Parce qu'ils n'avaient pas assez. Ils disaient que ça servait à rien parce qu'ils n'avaient pas assez. Donc, si vous continuez à les croire à des gens qui vous mentent, qui vous infantilisent, bon, bah, faites comme vous voulez. Hein. Pour moi, la question est réglée. Moi, je préfère prendre le docteur Raoult, qui n'a jamais varié sur son discours, et discours qui sur le long terme, se vérifie.
Donc le mec, il est fiable. Il est fiable à deux niveaux. Il est fiable parce qu'il ne ment pas, déjà d'une, et il est fiable parce que ce qui se dit est plutôt vrai. Voilà. On lui dit, ah mais il a dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Bah si, évidemment qu'il l'a dit qu'il y avait une deuxième vague. Enfin, non, il n'a pas dit. Non, non. Justement, il a dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Et c'est vrai, il n'y avait pas de deuxième vague. Il a dit c'est pas une deuxième vague, c'est une nouvelle épidémie. C'est tout. C'est juste que, voilà, après on essaye de jouer sur, sur, le, sur les paroles dites des uns et des autres. Mais il a seulement dit que pour lui, c'était pas une deuxième vague. Pour lui, ça n'a pas de sens de parler de deuxième vague. Voilà. C'est une question d'appréciation de la situation. Mais il a pas nié qu'il y avait des morts et des gens, etc. Il nous a dit oui, il n'y a pas plus de mortalité que la trottinette, etc. Alors ça, c'est une phrase. Là, oui, c'est peut-être un peu trompé sur la proportion, mais c'est une phrase volontairement, si vous voulez, comment on appelle ça, provocatrice. Parce que quand on est face à enfin, de telle bêtise, bah oui, on a tendance des fois à se rabaisser à cette bêtise-là, pour essayer de faire comprendre aux gens. On a l'impression que les gens sont tellement bêtes qu'on est obligé de prendre des métaphores un peu bêtes comme ça. Et ça, c'est une métaphore qu'il a voulu faire, en disant, oui, la trottinette électrique, elle va pas faire plus de... ou la trottinette tout court d'ailleurs, elle va pas faire plus de morts que Enfin, il y aura autant de morts avec le virus qu'avec la trottinette, c'est ça qu'il voulait dire. Mais pour dire qu'il n'y aura pas grand-chose, quoi. Pour dire que la mortalité, et c'est ce qu'il a dit, effectivement, de manière plus détaillée, là, du coup. Il a dit la mortalité euh, n'en sera pas bouleversée. Et il a eu raison, on a vu que sur l'année 2020, il n'y a pas eu une mortalité extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Et puis il y a plein de questions à se poser, j'en ai parlé déjà. Pourquoi il y a eu une baisse soudaine de morts de la grippe? Alors on nous dit bah, c'est grâce au confinement et au masque. Bah, pourquoi ça n'a pas marché sur le Covid alors? Pourquoi on dit oui il y a eu moins de gastro, moins de gastro et moins de grippe? Bah, dans ce cas il y aurait dû y avoir moins de Covid alors. Vous voyez, il y a quelque chose qui colle pas dans tout ça. Il y a quelque chose qui ne colle pas et qui montre bien que tout ça c'est de la fumisterie. Toute cette épidémie, comme je l'ai dit, c'est du pipeau de A à Z. Et les vaccins, alors pour terminer là-dessus, les vaccins, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Parce que j'ai dit, bon, ça sert à rien de les prendre. Donc j'ai parlé un petit peu des risques, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette rumeur sur le fait que les vaccins auraient des puces électroniques, des micro-puces, etc. Je sais pas, j'ai pas le moyen de vérifier cette information-là. Je sais pas s'il y a des puces dans les vaccins ou pas. Toujours est-il que pour moi la question ne se pose pas, puisque je vais pas me faire vacciner. Donc puce ou pas puce, de toute manière, moi je me méfie de ce vaccin-là, parce que pour moi il sert à rien, et voilà, au pire des cas, effectivement, soit il y a des puces, soit il y a du poison pour nous tuer, ou j'en sais rien. Soit si on rentre pas dans ces questions-là, si on, voilà, c'est peut-être complotiste, j'en sais rien. Mais même tout simplement, pour moi, il y a simplement peut-être déjà une question de pognon. C'est-à-dire qu'on a semé la panique dans le monde entier pour justement pouvoir vendre des vaccins. Et là, je pense qu'il y a eu un accord. Pour moi, ça, c'est pas complotiste du tout. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu un accord entre les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements, notamment les plus corrompus, c'est-à-dire les gouvernements des principaux pays développés, à la France, le Canada. Là, j'ai cité parmi les deux plus corrompus. L'Espagne aussi en est, l'Italie, c'est pas mal aussi. Voilà. L'Allemagne, etc. Bah, l'Europe, bref, en général. Hein. Voilà. Il y a eu un, il y a eu vraiment quelque chose pour essayer voilà, de faire en sorte qu'on crée ce besoin d'abord de masques, on crée ce besoin de vaccins. Et on l'a très bien fait en France avec toute cette contradiction. D'abord il n'y en a pas, ensuite il y en a, vous voyez. Et donc on a créé le besoin des masques, on a créé le besoin des, euh, des vaccins, et maintenant voilà, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à en vendre de manière massive. Vous vous rendez compte? Mais le pognon que se font les laboratoires pharmaceutiques, c'est énorme. Avec ces vaccins distribués dans le monde entier, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et donc voilà, ça explique tout. Vous pouvez tout expliquer simplement par la logique capitaliste, on en revient toujours à ça. Le capital est prêt à tout, on l'a vu dans l'histoire, pour arriver à ses fins, pour se sauver, pour continuer. Et là, bah, toute cette histoire autour du virus, tout ce cirque coronavirus, il a permis bah, de relancer l'économie par la santé.
Voilà. Et le grand reset, c'est ça, c'est le début du grand reset, il passe par là. Et c'est ce que j'expliquais déjà, voilà. On est en train d'entrer dans un nouveau paradigme, un paradigme quand même assez inquiétant, parce que le problème, c'est qu'il faut... Je sais pas si les gens qui ont organisé tout ça, bon, je pense que c'est plus ou moins inconscient en réalité. Hein, c'est ce que je regardais Francis Cousin qui parlait de ça, qui disait que c'est que c'est tout cela est inconscient, il n'y a pas de cercle qui décide exactement comment aurait lieu la pandémie. Moi je pense qu'il y a un peu d'organisation quand même derrière, de certaines élites. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui échappent, après il y a des choses qui... Bon. Et là, je pense que le problème, c'est qu'il y a le rapport psychologique maintenant à la mort et à la maladie. Il y a un nouveau paradigme dans lequel on est rentré et qui s'est installé. Et je vais essayer de terminer là-dessus, parce que je pense que c'est important comme questionnement. C'est que le problème maintenant, c'est que toute cette histoire de virus, ben, elle a laissé des traces. C'est-à-dire que maintenant, on a un rapport à la maladie qui n'est plus celui qu'on avait depuis la nuit des temps, quoi. C'est-à-dire que depuis toujours, l'homme a vécu avec la maladie sans s'en préoccuper plus que ça, quoi. Aujourd'hui, le rapport et la peur de la maladie et de la mort, il est tel que maintenant on ne peut plus sortir de cette situation. Parce que maintenant, le moindre petit virus qui va apparaître, et ça va être la même chose. On ne peut pas dire, voilà. Donc il va y avoir, de toute façon, maintenant les gens, c'est dans leur tête. Ils vont se dire, là, il y a un nouveau virus, il faut qu'on confine, il faut qu'on machin, il faut qu'on fasse des vaccins, il faut que ceci, il faut cela. Et du coup, tout le capital autour de l'industrie pharmaceutique, ça va l'arranger aussi, donc il va jouer le jeu. Et tout le monde va jouer le jeu, les gouvernements, les gens, etc. Et du coup, là, on rentre dans un nouveau paradigme où les masques, c'est bien ce qu'on disait, je le disais l'année dernière, les masques maintenant c'est à vie. Et là, effectivement, ça va être à vie. Toutes les mesures qu'on vit, les confinements, les couvre-feux, c'est des trucs qui vont devenir périodiques ça va être éternel maintenant. Parce que l'homme est rentré dans ce paradigme-là aujourd'hui. Et ça, c'est un paradigme où un cran de plus dans la folie qui montre bien que la société capitaliste, elle est dans une course vers toujours plus de folie, d'aliénation de l'homme. Marx avait 100 fois raison. Et on le voit encore aujourd'hui. On a franchi un nouveau cran, une nouvelle étape dans la folie destructrice de l'homme. Et même autodestructrice. Et là, je pense que... tout est dit. Hein. Alors, c'est un tableau pas très réjouissant, mais tout cela, de toute façon, un jour, va finir par s'effondrer. Parce que jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on va aller? Vous voyez? Donc voilà, en attendant, le vaccin, effectivement, c'est non. Il faut refuser les vaccins, il faut refuser les masques, il faut même refuser les tests. Parce que les tests, c'est pareil, les tests servent à instrumentaliser tout cela. Et on sait très bien que les tests, ça marche une fois sur deux, c'est pas fiable, c'est pas... Voilà. Donc il faut refuser tout ça, il faut dire nous voulons vivre. Nous vous refusons tout ce cirque, il faut le faire de manière radicale. Voilà. Je terminerai là-dessus, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.